Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Monsieur le professeur May, bonjour. Merci de nous accorder cette interview pour notre émission Libre-Échange, notre émission donc, sur la santé. Donc, vous êtes au CHU de Brabois, vous travaillez responsable du service sur, je pense que vous allez maladies infectieuses. Des maladies infectieuses, c'est bien ça. Alors, je vous laisse vous présenter, docteur, et on va parler aujourd'hui de la vaccination. Tout à fait. Bah, écoutez, moi je suis responsable donc du service des maladies infectieuses et tropicales qui est à l'hôpital de Brabois et qui pour la région Lorraine accueille, comme son nom l'indique, les patients les plus gravement atteints d'infections, méningite ou infections respiratoires, tuberculose, sida, pathologie tropicale. Et puis dans nos activités, on a également en charge d'organiser un petit peu la vaccination et on a dans le service par exemple un centre de vaccination pour les personnes en situation de précarité ou pour les personnes amenées à voyager, pour les vaccinations du voyageur. D'accord. Alors justement, on parle vaccination pour bien des personnes, c'est un grand mot qui englobe pas mal de choses. Mais alors, pouvez-vous nous dire déjà, qu'est-ce que la vaccination ? La vaccination, c'est simple, elle a pour objet d'éviter de faire une maladie en injectant dans l'organisme un agent infectieux inactivé qui fera que l'organisme va réagir en fabriquant de ce qu'on appelle des anticorps, qui fait occasionnant à ce moment-là une protection le jour où on aurait été amené à rencontrer l'agent infectieux lui-même. C'est-à-dire que si demain je me vaccine contre le virus de la rougeole, si j'ai jamais fait la rougeole, le fait de me vacciner fera que le jour où je rencontrerai effectivement la rougeole, à ce moment-là, j'éviterai de la faire. Donc c'est une protection anticipant le risque de survenue d'une maladie. Donc il faut les faire pour certaines suffisamment tôt dans la vie avant d'avoir le risque de rencontrer des agents infectieux transmis, notamment par voie respiratoire ou par voie digestive. Alors quelles sont les principales maladies aujourd'hui pour lesquelles on doit se prémunir, doit-on se vacciner ? Alors il y a les vaccins qui sont proposés à l'ensemble de la population, c'est-à-dire le calendrier vaccinal pour la population générale qui démarre dès les premiers mois de la vie, où là où il faut déjà démarrer d'emblée à partir de l'âge de 2 mois, une vaccination qui protégera contre 6 maladies. Il y aura la diphtérie, le tétanos, la polio, la méningite à hémophilus, la coqueluche, la méningite à pneumocoque et puis l'hépatite B. Donc on démarre assez tôt dans la vie pour commencer à protéger le petit nourrisson déjà contre 6 maladies, et en sachant qu'après il y aura des injections de rappel pour en faire en sorte qu'à l'âge de 1 an à 1 an et demi, il soit déjà bien protégé, ce qu'on appelle immunisé contre ces 6 maladies. Et par la suite, on le vaccinera également contre la rougeole, les oreillons, la rubéole. Il y a également maintenant un vaccin contre la méningite à méningocoque. Et puis plus tard dans la vie, il y aura la vaccination par exemple contre la grippe qu'il faudra proposer. Il y aura des rappels à faire. Et puis il y aura pour les voyageurs des vaccins un peu particuliers pour des maladies dont les risques en France sont faibles. Mais par exemple, si vous allez sous les tropiques, la vaccination contre la fièvre jaune, ou contre la fièvre typhoïde ou contre l'hépatite A seront nécessaires. Donc vous voyez, au total, il y a une douzaine de maladies aujourd'hui qu'on évite grâce à la vaccination. Alors, est-ce qu'il existe aujourd'hui des maladies qui ont été, on va dire, éradiquées ou qui ne sont plus, qui n'apparaissent plus, contre lesquelles on ne se vaccine plus ? Il y en a une, c'est la variole. Grâce au fait d'avoir vacciné l'ensemble de la planète dans les années 70-80, la maladie a disparu parce que le réservoir du virus n'était qu'au sein de l'espèce humaine. Donc là, on a pu, en vaccinant toute la planète entière, faire disparaître le dernier cas de variole en 1978, et depuis, il n'y a plus aucun cas, et donc la vaccination n'a plus d'obligation maintenant depuis une quinzaine d'années. C'est la seule maladie qu'on a réussi à faire disparaître. Il y en a une autre qu'on espère faire disparaître dans les années à venir, c'est la polio. Là aussi, il faudra réussir à vacciner tout le monde. Il se trouve que pour des raisons politiques et religieuses, certains pays d'Asie ou d'Afrique, le Nigeria, l'Afghanistan, le Pakistan, font par les talibans notamment la chasse entre guillemets aux vaccinateurs, avec des personnes qui ont même été assassinées, et qui reste encore un peu de polio dans ces pays, en Inde aussi, mais pour le reste aujourd'hui, le risque d'attraper ces maladies, si on ne sort pas du territoire, sont quasiment nuls.
Alors, pour revenir sur la fabrication d'un vaccin, donc en fait, on prend un virus parce que ça concerne les virus et non les microbes. Non, enfin, si, ce qu'on appelle communément les microbes, c'est à la fois il y a dans différents types d'agents infectieux. Il y a des virus, des bactéries et des parasites, pour faire simple. Les virus, ça donne des maladies comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, les hépatites, le sida. Les bactéries, ça donne le staphylocoque, ça donne le streptocoque, le pneumocoque, le méningocoque, les infections urinaires. Et puis les parasites, c'est le paludisme ou c'est des maladies comme la toxoplasmose ou les vers intestinaux. Donc aujourd'hui, on essaye de fabriquer des vaccins contre la plupart de ces agents infectieux. Pour certaines des maladies, on y a réussi. Pour d'autres, pas encore, mais on espère que dans les années à venir, on y arrivera. Donc aujourd'hui, on a déjà des vaccins disponibles à la fois contre des bactéries et contre des virus. La polio, les hépatites, la rougeole, je vous l'ai dit, ce sont des virus, mais le tétanos, la tuberculose, la diphtérie, c'est des bactéries. Donc il y a des vaccins à la fois contre des bactéries et des virus. Alors, un jour, dans quelques années, un vaccin contre le paludisme, dont la commercialisation devrait arriver d'ici quelques années. Alors on voit beaucoup les enfants qui ont une certaine crainte parce que c'est la piqûre, c'est l'injection là. Existe-t-il aujourd'hui d'autres moyens pour prendre, je veux dire, ce vaccin? Oui, donc les vaccins aujourd'hui, les laboratoires ont fait des progrès avec des aiguilles très fines, des quantités injectées relativement faibles, donc en fait la douleur est quand même habituellement relativement minime et on s'aperçoit que c'est pas vraiment ce qui fait le plus peur. Alors, les vaccins oraux, il y en a quasiment pas à l'heure actuelle. Il y avait un vaccin polio par la bouche, mais qui a été remplacé par un vaccin injectable. Et puis peut-être dans les mois à venir, il y aura la généralisation d'un vaccin contre la gastroentérite du nourrisson qui, cette fois-ci, se prendra par voie orale. Les rotavirus. Et habituellement, c'est quand même encore par voie injectable. Au niveau de la prévention, donc de la vaccination, y a-t-il des obligations d'un point de vue, je veux dire, juridique, allons-nous dire? Sommes-nous obligés de nous vacciner? Il y a des vaccins obligatoires pour rentrer en collectivité. Les enfants qui vont rentrer à la crèche ou à l'école maternelle doivent être vaccinés contre certaines des maladies comme la diphtérie, le tétanos, la polio. Maintenant, c'est pas parce qu'un vaccin n'est pas obligatoire qu'il ne doit pas être recommandé. Et c'est même aujourd'hui le risque d'attraper la rougeole est plus important paradoxalement que celui d'attraper la diphtérie, qui reste une vaccination obligatoire. Mais là encore, grâce à la vaccination, il n'y a plus de diphtérie qui circule en France. Par contre, justement, la couverture vaccinale, la protection contre la rougeole étant plus faible, il y a eu ces dernières années plusieurs milliers de cas de rougeole, dont des formes graves. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'un vaccin n'est pas obligatoire qu'il ne faut pas le faire. Et je vous dis, au contraire, pour certains, les risques d'attraper la maladie, l'hépatite B, la rougeole, sont plus importants que des vaccinations obligatoires. Mais c'est des textes un petit peu anciens qui vont être probablement un peu nettoyés, entre guillemets, qui vont être un petit peu revus pour harmoniser la différence aujourd'hui qui n'a plus tout à fait lieu d'être entre l'obligation et la recommandation. Là où il y a également une vaccination obligatoire, c'est pour les professionnels de santé. Si on veut travailler dans un établissement de soins, à l'hôpital ou au contact d'enfants, il faut être vacciné là de manière obligatoire contre l'hépatite B ou contre d'autres maladies pour éviter de la transmettre à ceux dont on va s'occuper. Alors il n'y a pas de vaccination obligatoire par exemple pour la grippe pour un personnel de santé, mais ça serait nettement mieux que l'ensemble des médecins, des infirmières, des aides-soignantes soient vaccinés contre la grippe pour éviter là aussi de transmettre la grippe aux patients qu'ils ont en charge. Alors, on parlait de la coqueluche, par exemple. Est-ce qu'on a entendu aux informations et dans les actualités qu'il y avait quelques cas de coqueluche qui revenaient? Oui, alors il y a toujours eu de la coqueluche. On avait espéré, grâce au vaccin, là aussi, faire disparaître la coqueluche, mais il se trouve que les vaccins contre la coqueluche, notamment les nouveaux vaccins, ceux qu'on a à notre disposition depuis une dizaine d'années, donnent moins d'effets secondaires, moins de fièvre que le vaccin qu'on avait dans les années 70-2000. Donc on a un nouveau vaccin qui est mieux toléré, qui donne plus de ce qu'on appelle d'effets secondaires, mais qui par contre est un peu moins puissant en termes de durée. Donc quand on va vacciner un nourrisson, si on ne fait pas les rappels à l'âge de 11 ans ou quand il est adolescent, à ce moment-là, ce nourrisson 20 ans après risque de faire une coqueluche. Alors là, il fera une forme de coqueluche pas très grave, mais il risque de transmettre la coqueluche à ses propres enfants. Donc c'est aujourd'hui des adultes jeunes qui font des coqueluches. Ils vont tousser, on tousse pendant plusieurs semaines, on excrète, on crache un peu sa bactérie par la salive, par les postillons. Et à ce moment-là, des personnes de l'entourage qui ne sont pas vaccinées risquent de faire la coqueluche. Donc effectivement, du
du fait de cette mauvaise protection dans la durée du vaccin, il y a eu une recrudescence ces dernières années chez des petits nourrissons qui, pour certains d'entre eux, ont fait des formes graves de coqueluche. D'où la modification l'année dernière dans ce qu'on appelle le calendrier vaccinal. Vous savez qu'il y a des âges auxquels il faut faire certains vaccins. Et pour renforcer cette protection contre la coqueluche, on a recommandé un rappel à l'âge de 6 ans, et à l'âge de 13 ans et à l'âge de 25 ans. Donc on va être encore vacciné 3 fois contre la coqueluche, à 6 ans, à 13 ans et à 25 ans, pour être sûr qu'on soit bien protégé et qu'on ne puisse pas transmettre la coqueluche à son bébé qui, lui, risque de faire une forme grave. Autant c'est une maladie relativement banale chez un adulte qui va tousser, c'est pas agréable, mais il va tousser, alors qu'un bébé qui fait la coqueluche, lui, il peut s'asphyxier, il peut s'étouffer et il peut en mourir. Aujourd'hui, on a vu récemment qu'il y avait eu un cas de rage sur Paris. Qu'en est-il d'un point de vue, comment dirais-je, vaccination à ce niveau-là? Là, on fait de la vaccination animale, parce qu'il n'y a pas que l'homme qui se vaccine. Oui, là, c'est un virus qui circule chez les mammifères. Alors, le réservoir habituel dans notre pays, c'était le renard. Et là, grâce à la vaccination, parce qu'on a lâché des vaccins dans les forêts, dans les champs, par des avions, et les renards ont mangé le vaccin, et du coup, eux, ils n'ont plus la maladie. Et dans l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, aujourd'hui, tous les renards se sont protégés grâce au vaccin qu'on leur a fait absorber. Et donc, le risque persiste si on est mordu par un animal qui provient d'un pays où il y a encore de la rage qui circule. Alors, comme par exemple dans les pays de l'Est. Voilà, dans les pays, alors non, plutôt les pays du Sud, c'est plutôt l'Afrique, l'Asie, si vous revenez d'un séjour au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, là, il y a encore, les animaux n'ont pas été vaccinés, comme ça a été le cas chez nous, où on vaccine aussi les chiens dans nos régions. Donc les renards et les chiens sont les réservoirs du virus. Chez nous, ils ont été vaccinés, donc il y a plus de cas qui circulent. Donc et par contre, si on est mordu par un chien errant en faisant son footing, par exemple, est-ce que le chien, il provenait d'un pays où il a été récemment importé de manière pas toujours légale? Le risque existe. Il y a eu ces derniers cas, c'est rare. Il y a eu un chat qui a été il y a quelques mois à Argenteuil, dans la région parisienne, dont on s'est rendu compte qu'il était enragé parce que son propriétaire l'avait ramené du Maroc et qu'il était enragé. Il y a eu également des chiens comme ça importés des pays du Sud qui étaient enragés. Donc là, en l'occurrence, cette personne qui est décédée, elle avait été en vacances en Afrique, me semble-t-il, où elle avait été mordue. Elle ne s'était pas préoccupée des conséquences que pouvait avoir cette morsure par un animal probablement errant et non vacciné en tout état de cause. Et dans les semaines qui ont suivi, elle a commencé à développer les symptômes de la maladie. Et aujourd'hui, en France, effectivement, le risque d'être mordu sur le territoire par un animal enragé terrestre est devenu exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a quand même encore de la rage chez les chauves-souris. Donc si vous étiez agressé par une chauve-souris, là, il faut rapidement consulter pour vous faire vacciner au cas où la chauve-souris serait éventuellement enragée. Et comme habituellement, on ne capture pas la chauve-souris qui nous a agressés, dans le doute, on vaccinera tous les patients qui seraient mordus ou griffés par une chauve-souris. La seule solution, donc, c'est la vaccination, parce qu'après, en curatif... Parce qu'il n'y a aucun traitement curatif. C'est une maladie qui est toujours mortelle à partir du moment où elle se déclare. Donc il y a un temps de latence, ce qu'on appelle d'incubation de 6 semaines entre la morsure et le moment où les premiers symptômes apparaissent. Mais si les symptômes apparaissent 6 semaines après la morsure, c'est trop tard et aujourd'hui on n'a pas de traitement actif sur le virus de la rage. Donc le seul traitement, il est préventif, c'est donc de vacciner toute morsure suspecte d'avoir été occasionnée par un animal enragé. Donc si on connaît l'animal qui nous a mordu, il suffit de le mettre en observation et si dans les 15 jours qui suivent la morsure, il est toujours vivant, ça signifie que le jour de la morsure, il n'était pas enragé, puisqu'un animal enragé n'est contagieux que dans les 15 jours qui précèdent sa propre mort. L'animal, il meurt aussi de la rage, il transmet lui-même le virus uniquement en fin de vie. Donc si on connaît le propriétaire de l'animal qui nous a mordu, il faut demander à ce que le propriétaire mette en observation son animal auprès du vétérinaire qui va s'assurer que l'animal est bien portant et à ce moment-là, ça nous permet de temporiser et de ne pas vacciner. Par contre, quand on est mordu par un animal errant, là c'est plus compliqué, comme son nom l'indique, de retrouver le propriétaire et de savoir s'il était ou non enragé. Alors, on a souvent à l'esprit la vaccination avec la grippe H1N1 parce qu'au niveau des populations, c'est la grande crainte. Aujourd'hui, sommes-nous protégés, vais-je dire, de la grippe H1N1 ou de la grippe en général? Oui. Alors, le virus là, qui a fait un peu parler de lui il y a quelques années, aujourd'hui, il s'est implanté au sein de la population et il continue à tourner. Cette année, l'épidémie de grippe, elle était en partie liée au même H1N1 que celui qui avait défrayé la chronique il y a 3 ans. Il
faut savoir que simultanément, il y a plusieurs souches de virus de grippe qui circulent en même temps. Donc, il y a du H1N1, mais il y a également du H3N2 et puis ce qu'on appelle du grippe, une souche de grippe de type B. Et en fait, si on est aujourd'hui la population globalement bien protégée contre H1N1, soit ayant fait la maladie, soit ayant été vaccinée, on n'est pas bien protégé contre les autres souches de virus qui circulent, qui elles n'étaient pas comprises dans le vaccin H1N1, mais qui sont incluses dans le virus, dans le vaccin contre la grippe qui est proposé tous les ans. En fait, dans ce vaccin, ça protège contre les différentes souches de virus qui circulent. Alors, il va y avoir la semaine justement de sensibilisation sur la vaccination. Pour les personnes âgées, quels sont vos conseils? Parce que il y a des personnes qui disent non, moi je veux pas me vacciner, j'ai le temps. D'autres personnes qui disent moi je me vaccine. D'autres personnes disent je me suis vacciné, mais par contre j'ai eu la grippe. Donc c'est un petit peu pour notre public et nos auditrices auditeurs. Quelles sont les bonnes solutions, docteur? Oui, pour la grippe de toute façon, c'est la question, elle se pose au début de l'hiver. Hein. Là, cette année, l'épidémie de grippe, elle est arrivée en février et maintenant elle est terminée. Donc, de toute façon, là, c'est trop tard. Mais comme je vais vous le dire, le vaccin contre la grippe, son efficacité est relativement limitée dans le temps, notamment chez les personnes âgées. Du fait de l'âge, au bout de quelques mois, la protection disparaît en partie, surtout si le virus de la grippe qui va circuler l'année suivante n'est pas tout à fait le même que celui de l'année précédente. Donc, il est recommandé pour toutes les personnes fragiles, les personnes âgées ou les personnes plus jeunes mais ayant des risques de faire des formes un peu graves, des insuffisances cardiaques, insuffisances respiratoires, des femmes enceintes, les sujets un peu en surpoids ou les diabétiques, eux devraient se faire vacciner tous les ans. On s'interroge même peut-être pour vacciner un jour les enfants même, qui eux sont les réservoirs du virus. Et c'est habituellement les enfants qui vont transmettre chez les adultes le virus de la grippe. Donc aujourd'hui, la recommandation, c'est en début d'hiver de vacciner toutes les personnes fragiles et toutes les personnes âgées, parce qu'on sait que la vaccination réduit la gravité de la grippe. Alors, ce n'est pas une protection de 100%. Je ne pourrais pas vous faire un papier vous témoignant, vous assurant que votre vaccination contre la grippe vous évitera de la faire, mais on sait qu'elle réduit de moitié environ et le nombre de cas et la gravité de la grippe. Donc, c'est une protection de 50%. C'est mieux que rien, c'est pas parfait, mais peut-être qu'on aura un jour des vaccins plus puissants, mais il n'y a pas d'effet secondaire et ça protège quand même en partie. Au niveau de la vaccination, est-ce que cela peut encourir certains risques? Exemple, dans le cadre de la vaccination de la grippe H1N1, on a eu dans les informations comme quoi des personnes derrière ont développé des maladies neurologiques et notamment la sclérose en plaques. Non, il n'y a pas eu de sclérose en plaques. Après, ça avait été évoqué il y a quelques années pour l'hépatite B, pas pour le H1N1, c'était surtout pour l'hépatite B. Mais là encore, les études ont été faites depuis pour montrer que c'était, malheureusement pour les personnes chez qui c'est arrivé, si vous voulez, des coïncidences. C'est-à-dire que l'hépatite B, on l'a proposé à des jeunes entre 18 et 25 ans, et c'est l'âge auquel survient, qu'on fasse de manière inexorable, chez une partie de la population, des cas de maladies, ce qu'on appelle des cas de maladies auto-immunes et des cas de sclérose en plaques. Donc quand on va vacciner 100 000 personnes, on sait qu'il y aura de toute façon une dizaine de sclérose en plaques chez ces personnes, parce que même si elles n'avaient pas été vaccinées, elles auraient développé la maladie. Alors le problème, la question, c'est que quand on a son vaccin et que dans les semaines qui suivent, on commence à développer les symptômes de la maladie, chez celui chez qui ça arrive, il fait forcément la relation de cause à effet. Et il se dit, c'est parce qu'on m'a vacciné, c'est à cause du vaccin que je développe la maladie. Mais il faut savoir que statistiquement, il y a eu autant de cas de sclérose en plaques chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Et actuellement, on a de nouveau le même débat avec un autre vaccin qui est contre les papillomavirus chez la jeune fille, les vaccins qui protègent du cancer du col. Et c'est pareil, on a vacciné des jeunes filles qui avaient aux alentours de 18-20 ans, et quelques-unes ont développé dans les semaines qui ont suivi la sclérose en plaques, et pour elles, c'est lié au vaccin. Mais en fait, on sait que c'est une coïncidence et qu'elles n'auraient pas eu le vaccin, qu'elles auraient quand même malheureusement pour elles développé la sclérose en plaques. Donc c'est tout cet amalgame qui a jeté un peu le discrédit à l'époque sur le vaccin contre l'hépatite B, aujourd'hui sur le vaccin contre le papillomavirus. Et comme c'est plus facile de détruire que de construire, et justement la semaine de la vaccination, elle a pour objet de redonner confiance en la vaccination, car comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à la vaccination, on a fait disparaître le tétanos, la polio, la coqueluche même si encore des cas, ça a bien régressé. Il y a beaucoup moins de cas de méningite aujourd'hui chez les nourrissons d'un pneumocoque. La vaccination a des effets bénéfiques qu'il est plus utile de démontrer, mais
grâce à certaines campagnes sur Internet ou relayées par certains médias, aujourd'hui, on est en train de casser justement l'image positive de la vaccination, ce qui est regrettable parce qu'on risque d'avoir réapparaître certaines maladies. Justement, vous parliez du cancer du col de l'utérus, la vaccination pour les jeunes filles. Il existe aujourd'hui en plus de cancers. Est-ce que ce sont des pistes qui sont en cours d'être exploitées pour mettre en place une vaccination? Pouvons-nous espérer, à l'aube des années 2030, 2050, avoir un vaccin pour se vacciner justement, se prémunir contre les cancers? Ouais. Alors là, oui, il y aura probablement dans les années à venir. Là, aujourd'hui, il y a certains cancers qui sont liés à la dégénérescence, si vous voulez, de certains virus, comme le papillomavirus, dont on sait qu'il va stimuler la possibilité de faire des cellules cancéreuses dans les 15-20 ans qui suivent l'arrivée de ce virus, qui se transmet par voie sexuelle. Ça va pouvoir donner des anomalies génitales chez les femmes. Et donc, si on vaccine, on évitera la contamination par le virus. Et comme c'est un virus qui peut donner plus tard un cancer, la survenue de cancer. Pour l'hépatite B, c'est la même chose. Si on se vaccine aujourd'hui contre l'hépatite B, c'est en partie pour prévenir les risques de faire certaines formes de cancer du foie qui surviennent chez les personnes qui ont fait le virus de l'hépatite B 20 ans plus tôt. Donc, des cancers qui sont induits par des virus, et en vaccinant contre les virus, on évite la survenue de cancer. Maintenant, il y aura peut-être effectivement un jour des vaccins contre des cancers qui ne sont pas induits par des virus. Il y a actuellement des recherches en cours pour vacciner peut-être un jour contre le cancer du poumon, contre d'autres cancers, mais c'est encore trop tôt et c'est pas dans l'immédiat. Mais il y a beaucoup d'études actuellement et de travaux de recherche sur ce sujet. On peut constater aujourd'hui que notre planète est en pleine mouvance, et notamment au niveau du climat. Il y a un réchauffement climatique qui est en train de se produire. Exemple, dans le sud de la France, où on peut voir le réchauffement a pour conséquence le développement de moustiques, comme le moustique tigre, le chikungunya, justement, qui sont vecteurs de maladies. Est-ce que, par rapport à ça, quels seraient les moyens de lutter par rapport à ces maladies? Est-ce que la vaccination serait une solution? C'est une des solutions. Après, les moustiques, ils ont des réservoirs. Il y a l'eau qui peut stagner, donc il faut faire attention de ne pas laisser traîner des pneus au bord du chemin qui seraient des réservoirs d'eau. Voilà, donc c'est toutes ces mesures qui ont par exemple été mises en place quand il y a eu l'épidémie de chikungunya à La Réunion, où on a incité la population à faire attention à ne pas laisser traîner des objets qui pouvaient faire qu'il y ait de l'eau stagnante, qui sont des réservoirs qui vont favoriser la pullulation des moustiques. Ça, c'est déjà une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est les insecticides. Mais là aussi, il y a maintenant de plus en plus de moustiques qui deviennent résistants aux différents insecticides. Et puis la troisième possibilité, c'est la vaccination. Donc il y aura peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, un vaccin contre le paludisme. On travaille aussi sur un vaccin contre la dengue, qui est une autre maladie transmise par les moustiques qui circule à l'heure actuelle de manière importante en Asie, en Afrique, dans les Caraïbes. Il y aura peut-être un jour un vaccin contre le chikungunya. Donc pour toutes ces maladies, on travaille effectivement sur des vaccins. Donc là, on n'élimine pas le moustique, mais on élimine la possibilité de faire une maladie transmise par les moustiques. Dans la région, on aura peut-être plus, avec le réchauffement climatique, qui ne nous épargnera peut-être pas, plus de tiques. On sait qu'il y a une maladie dans notre région qui est transmise par les tiques, la maladie de Lyme, qui peut donner des troubles au niveau des articulations ou des méningites. Et on travaille là aussi pour que dans les années à venir, il y ait un vaccin contre le microbe, la bactérie transmise par les tiques dans nos régions. Donc il y aura peut-être un vaccin un jour pour ceux qui iront se promener dans la forêt ou ramasser des champignons pour éviter qu'ils n'attrapent la maladie de Lyme. Alors, justement, on parlait du réchauffement climatique, monsieur le professeur. Actuellement, on voit par exemple en Sibérie le permafrost qui est en train de se réchauffer. Et dedans, bien, ne risque-t-il pas de contenir certains virus assez virulents, vais-je dire, qui remontent à plusieurs centaines, milliers, voire millions d'années, et être la cause d'une épidémie? Je ne sais pas si ça surviendra. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont quand même assez profondément enterrés et qu'il a fallu quand même pas mal forer pour pouvoir les récupérer. Mais il y a ce qui nous inquiète peut-être un peu plus, c'est les virus qui circulent actuellement
dans les forêts africaines, comme la fièvre d'Ebola dont on a parlé ces derniers jours, qui circulent parmi des espèces de chauves-souris, de singes, qui peuvent peut-être un jour passer à l'homme. Et il y aura peut-être un jour une mutation de l'un de ces virus. Ça me paraît peut-être plus probable que de voir remonter à la surface un virus qui était enterré depuis plusieurs centaines de milliers d'années. C'est plutôt la mutation de virus qui circule actuellement dans les forêts tropicales, ou d'un nouveau virus de la grippe qui se recombinerait entre différentes espèces animales, qui deviendraient plus agressifs, qui pourraient nous menacer, à mon avis. Pour cette semaine européenne de la vaccination, quels seraient vos conseils, monsieur le professeur? Oui, il y a aujourd'hui un calendrier vaccinal qu'on a essayé d'ailleurs de simplifier. Depuis l'année dernière, il y a moins d'injections chez le nourrisson, et il faut faire en sorte que l'ensemble des nourrissons soient bien protégés. C'est pas parce qu'on est protégé quand on a été nourrisson qu'on le reste toute sa vie. Et ce qui reste important aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on essaye de faire les efforts, c'est de revacciner correctement les adolescents, les adultes jeunes, pour éviter qu'ils n'attrapent eux-mêmes des maladies ou qu'ils ne la transmettent à leurs propres enfants. Donc des maladies transmissibles par voie respiratoire, la coqueluche, l'hépatite, la tuberculose ou d'autres maladies respiratoires. Là, il est important, même la rougeole, de bien revacciner les adolescents, les adultes jeunes, la méningite, la méningocoque, parce qu'un nourrisson de 1 an qui fera la méningite à méningocoque, il l'a bien attrapé de quelqu'un, et c'est souvent ses propres parents qui sont les pourvoyeurs. Donc, il est important aujourd'hui de bien revacciner les futurs parents pour éviter qu'ils ne soient eux-mêmes la source d'une transmission à leurs propres enfants, sachant qu'eux-mêmes feront des formes éventuellement bénignes de la maladie, voire même parfois inapparentes, mais que le nourrisson fragile, lui, risque de faire une forme grave. Donc, en attendant qu'on ait le temps de vacciner pendant les premiers mois de la vie, c'est parfois trop tôt pour vacciner les nourrissons parce que leur système de défense ne permet pas de fabriquer des anticorps contre le vaccin. Il faut attendre. La méningite à méningocoque, on peut vacciner seulement à partir de 1 an. Donc, si on veut éviter que le bébé ne fasse la maladie pendant la première année de vie, c'est en protégeant ses parents, et donc les futurs parents, c'est eux qui aujourd'hui, je pense que c'est là où il y a un effort à faire, parce que la couverture vaccinale, elle est bonne chez les nourrissons, 90% sont bien protégés. Par contre, chez les parents, on tombe à 50%. Donc là, il faut faire un effort pour que de 50, on passe à 80 dans les années à venir. Oui, parce qu'il y a une certaine négligence, peut-être parce que... On n'y pense pas, et puis peut-être que les médecins ne pensent pas toujours à vérifier non plus où en sont les adolescents qui consultent peut-être moins, comme ils sont bien portants, ils ont moins l'occasion de se rendre à ce moment-là chez leur médecin. Donc et on essaye d'imposer entre guillemets une consultation obligatoire justement de l'adolescent entre 11 et 14 ans pour faire le point sur les vaccinations, notamment, je vous l'ai dit, la coqueluche, la rougeole, les hépatites, parce que là ça sera une maladie sexuellement transmissible, l'hépatite B. Tant qu'à faire, vaut mieux vacciner si ça n'avait pas été fait pendant la petite enfance, l'adolescent, avant qu'il n'ait ses premières relations sexuelles. Pareil pour les filles avec les papillomavirus, c'est l'âge où maintenant à 11-12 ans où on recommande de les vacciner. Et c'est là où les couvertures vaccinales sont moins bonnes, où on pêche effectivement par méconnaissance, parce qu'on n'y pense pas, un peu par négligence, plus que par méfiance. Monsieur le professeur, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et donc, je rappelle, vous êtes le professeur May du centre hospitalier universitaire de Nancy. Vous êtes le responsable du service immunologie. Et merci beaucoup et à très bientôt, monsieur le professeur. Merci, à bientôt, au revoir. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.